Atteindre des objectifs financiers en travaillant dur, en étant bien accompagné, tout le monde peut le faire. Mais savoir quels sont tes objectifs à toi et à quel moment tu vas être capable de lâcher ce besoin de reconnaissance et de faire ce qui est important pour toi, c'est plus dur. Après, le chiffre d'affaires, parce que c'est le chiffre que tu mets en avant et c'est le chiffre, c'est le score quoi, de ton business. Mais aujourd'hui, je m'en fous du chiffre. Aujourd'hui, c'est le profit moi qui m'intéresse. J'ai divisé mes dépenses par 4 ou 5. En fait, le jour où tu te rends compte que le style de vie qui te permet d'être heureux, en fait, il est relativement accessible, ça te libère d'un poids, mais t'imagines même pas quoi. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit, l'écriture n'est plus une compétence humaine. What the fuck, tu vois, mais tu dis, ok, ce que je pensais être un avantage concurrentiel n'en est plus un, c'est une commodité maintenant. Ce que je pensais être une passion et un talent n'a plus aucune valeur. Je peux plus me différencier grâce à ça, je peux plus gagner de l'argent grâce à ça. Qu'est-ce qui me reste en fait? Salut à toi. Juste avant que tu démarres la lecture de cette interview, je voulais juste te dire que j'ai créé pour toi un document issu de cette interview. En fait, ce sont les 11 leçons d'Antoine BM pour l'équilibre dans ta vie d'entrepreneur. C'est un résumé des meilleurs insights de cette interview et tu vas également avoir des exercices pratiques à mettre en place pour appliquer ces enseignements. Donc n'hésite pas, télécharge-le dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Bonne interview à toi. Salut Antoine. Salut Frédéric. Bah déjà merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool que tu sois là sur ma jeune chaîne. Un plaisir, merci. Ok. Bah écoute, moi ce que je voulais te demander pour ça, donc je vais pas forcément te détailler le plan de ce que j'ai prévu de te poser comme question, mais moi il y a un truc qui m'intéresse, parce que moi ça a été vraiment une fondation chez moi quand je me suis lancé à mon compte. C'est un livre qui s'appelle Lead the Field, et dans ce livre-là en fait, il définit la réussite. Et avant que je te donne la définition selon ce livre qui, chez moi, fait tilt, je voulais savoir, c'est quoi pour toi la définition de la réussite? Écoute, je l'ai longtemps cherché, j'ai testé pas mal d'options différentes. Je pense qu'à la fin, c'est d'avoir le sentiment d'avoir été capable de faire ce qu'on voulait faire et surtout d'avoir réussi à se connaître et à savoir ce qu'on voulait vraiment. Et ça, c'est peut-être le plus difficile parce que, à la limite, atteindre des objectifs financiers en travaillant dur, en étant bien accompagné, tout le monde peut le faire. Mais savoir quels sont tes objectifs à toi et à quel moment tu vas être capable de lâcher ce besoin de reconnaissance et de faire ce qui est important pour toi, j'ai l'impression que c'est plus dur. Et donc, je dirais que c'est ça, tu vois, pour moi. Ok. Donc tu dis cet aspect en fait d'aller faire cette introspection, de se connaître, et puis de savoir se détacher en fait du regard des autres. Pour toi, c'est une forme de réussite du coup, si je comprends. Ok. Bah, tu vois, moi, la définition que j'avais lue dans ce livre, elle est différente, mais chacun a sa propre définition, mais moi, elle m'a parlé. Lui, en fait, dans son livre, je sais pas si tu connais Earl Nightingale, tu connais peut-être déjà le Personal MBA de... Comment il s'appelle cet auteur-là? Il est dedans. Et lui, en fait, il dit que pour lui, la réussite, le succès, c'est d'avancer chaque jour vers un objectif, en tout cas une vision qui en vaut la peine, en fait. Et c'est cool parce que t'as pas forcément besoin d'avoir atteint, selon lui, ça. C'est juste si déjà tu décides d'aller vers quelque chose, bah pour lui c'est ça la réussite. Déjà, t'as décidé de quitter ton statu quo et d'aller vers autre chose, quoi. Ça me fait rebondir parce que en préparant cette interview, j'ai vu une des interviews récentes que t'as faites. Et dedans, alors je sais que c'est Le Tunnel qui t'avait interviewé. Longue interview à 1h45, enfin c'était long, c'était dense. Et il y a un moment où t'as été particulièrement irrité. C'est quand il y a eu ce sujet des gens qui procrastinent, qui attendent le bon moment, qui repoussent au lendemain. Ça te parle, ça? Tu te souviens un peu de cette irritation sur ce sujet? Ouais, ben moi, c'est un truc que je comprends pas trop parce que je suis très rapide et quand j'ai une idée en tête, généralement le soir, je suis déjà en train de bosser dessus. Après, maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment. Il y a aussi des gens qui ont besoin de tout planifier, de tout savoir à l'avance. Il y a des gens qui ont besoin de plus de certitude aussi. Et je comprends aussi qu'on peut être différent, quoi. Mais après, oui, moi, ça m'irrite. Je suis quelqu'un de très impatient. Donc, en fait, en tant que personne qui accompagne aussi d'autres personnes, ça peut être très, très frustrant parce que moi, je peux apporter la technique que je peux apporter toute la méthode que j'ai. Si en face, la personne, elle veut pas publier sa première vidéo, mettons, je suis pas magicien et je vais pas venir chez elle et lui foutre des baffes jusqu'à ce que sa vidéo soit en ligne, quoi. Et du coup, la frustration, elle vient de là, elle vient de ce sentiment d'incapacité à. Parfois, ça demande une force profonde et cette force profonde, elle est intime, elle est personnelle. Et j'ai l'impression voilà, de pas pouvoir le faire à la place des gens et ça, c'est frustrant, ouais. Ok, ça crée une forme d'impuissance chez toi. Tu te sens comment Exactement. quand ça arrive, ça? Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, une forme d'impuissance. Je sais pas comment répondre à ça, donc j'ai essayé pas mal de stratégies avec certains élèves qui ont du mal. J'ai essayé la Ouais. douceur, j'ai essayé la fermeté, j'ai essayé de voir les choses différemment. Mais à la fin, encore une fois, voilà, je suis pas chez les gens, j'ai pas toujours le contrôle là-dessus. Et parfois, je finis par accepter tout simplement, de me dire peut-être cette personne elle est juste pas prête, ou peut-être qu'au fond d'elle, elle a pas envie de le faire. Et c'est ok aussi, il y a d'autres opportunités dans la vie. Et quand ça se passe justement comme ça, en fait, est-ce que c'est pas un sentiment d'être... je vais chercher le mot, tu vois, mais quand tu vois qu'une personne a rejoint ton programme, parce qu'on va en parler, tu as un programme d'accompagnement aujourd'hui, et que la personne, elle se met dedans, mais tu vois qu'elle avance pas, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis que c'est toi qui as fait quelque chose de mal, du coup? Non, alors moi pendant longtemps, j'ai travaillé avec des petits produits, donc c'était des petites formations que je lançais 100, 200 euros, Ouais, qui étaient suivies par des centaines, des milliers de personnes. Donc je me sentais pas concerné, si tu veux, par l'inaction des gens. Je sais très bien comment les gens consomment les formations. Il y a à peu près 20% des gens qui vont regarder la formation jusqu'au bout, 5-10% des gens qui vont vraiment appliquer, et sur ces 5-10%, il y en a peut-être 3% qui vont avoir des résultats vraiment significatifs. Et c'est ouais, toujours frustrant, mais c'est comme, tu es un auteur, tu vends des bouquins de non-fiction, c'est la même chose. Tu sais très bien que ton bouquin, il va prendre la poussière sur une bibliothèque dans 90% des cas, et c'est ok parce que ça vaut le coup quand même de le faire ouais. pour les 10% des cas où les gens vont le lire et où ça va les aider, où ça va les faire avancer. Et moi, je voyais pareil avec les formations. Maintenant, je vends de l'accompagnement à plusieurs milliers d'euros, c'est différent, les gens attendent un résultat, et moi, j'attends aussi un résultat de leur part. Et donc, c'est plus difficile en effet à gérer. Maintenant, je considère pas non plus forcément que tout est de ma responsabilité parce que c'est un partenariat. Moi, je fournis les méthodes, je fournis la motivation, je fournis l'accompagnement, la présence hebdomadaire, et les gens en face doivent fournir le travail de leur côté. Alors moi, je fais tout pour le mâcher au maximum, mais comme je t'ai dit, voilà, on peut pas être derrière chaque personne toute la journée, et à la fin, ça reste l'action de chacun qui va produire des résultats, quoi. Ouais. Et en fait, tu pensais que si on prend l'exemple d'une petite formation à 200 euros, tu avais des stats. Tu savais qu'il y avait, en gros, c'était la loi de Pareto, quoi. Tu avais 20% qui l'a terminé, 80% qui la finissait pas. Et du coup, quand tu as lancé un accompagnement plus onéreux, tu pensais que ça allait changer, en fait, quelque chose, le fait que ce soit, le ticket d'entrée soit plus cher? Ouais, et ça change. J'ai quand même la majorité des élèves qui se pointent pendant les calls, qui font des vidéos, qui progressent. Donc ça change. Ok. Maintenant, je sais que voilà, c'est pas parce que tu investis beaucoup d'argent que tu vas forcément t'impliquer. Et puis parfois, tu as d'autres choses, d'autres priorités dans ta vie. Et puis parfois, tu Oui. le fais pas pour les bonnes raisons. C'est pas le bon moment. Euh, voilà, ça fait partie des aléas. Et moi-même, d'ailleurs, en tant que consommateur de formation, Ouais. le nombre de fois où j'ai acheté une formation que j'ai pas suivie ou que j'ai abandonné en cours de route, et parfois je me suis fait accompagner, parfois je me suis fait aider, parfois j'ai dépensé des milliers d'euros pour faire appel à des prestataires pour me construire des trucs que finalement j'ai pas utilisés. Je peux pas, voilà, je peux pas leur jeter la pierre. Ça m'arrive Ouais. aussi. Ok. Ça fait partie de la nature humaine, du coup. On est tous pareils. Bien Ok. sûr, et c'est ok, si tu veux, c'est toujours sur le nombre. C'est-à-dire que si tu suis 10 formations, accompagnements, bouquins, ce que tu veux, méthodes par an, et que tu en appliques zéro, là, il y a un problème. Si tu en suis 10, que tu en appliques 3 et que ça a des résultats exceptionnels, j'estime que ça rembourse les 7 que tu n'as pas suivis, tu vois. Ce qui compte, c'est pas de tout faire. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, le faire bien, et que ça rattrape ce que tu n'as pas fait, si tu veux. Mhm. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme le capital risque. Ok, t'investis dans 100 startups, tu sais bien que les 100 startups vont pas devenir Google. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il y en ait une qui devienne Google, et ça remboursera tout ce que tu as mis sur les 99 autres, quoi. Et toi, justement, c'est un truc que je voulais te demander, mais tu as investi dans beaucoup de formations. Alors, j'imagine au début, hein, je sais, enfin, tu vas nous le dire, mais je sais une des personnes qui t'a beaucoup inspiré au début. Mais tu continues à beaucoup te former. Comment ça se passe pour toi, cet aspect-là? Ouais, alors moi j'ai tendance à me former quand j'en ai besoin. Donc je suis dans un domaine, j'essaie de progresser dans un domaine. Je vais ouvrir les yeux sur tout ce qui sort autour de ce domaine-là. Je vais chercher des gens qui m'inspirent aussi. Je me forme, j'ai beaucoup de mal à me former chez les gens qui m'inspirent pas. Il faut que je me sente inspiré par la personne, que je me sente que j'aime bien sa manière d'expliquer, sa manière de voir sa thématique, sa manière de voir le monde. Euh, donc je vais pas, si tu veux, moi je suis pas du tout consommateur de formations généralistes. Par exemple, je vais pas aller sur Udemy suivre des formations, je vais pas non plus beaucoup aller sur YouTube et suivre des formations d'inconnus. Par contre, s'il y a un créateur qui m'inspire et qui arrive à faire connecter des trucs chez moi, alors là je peux bouffer mais tout son catalogue, quoi.
Je peux bouffer absolument tout ce qu'il fait, je peux dépenser des milliers d'euros, il n'y a pas de limite en fait. Donc finalement, je suis pas beaucoup de créateurs, mais les créateurs que je suis, j'ai tendance à être très, très bon client. Ok, et du coup, tu te formes. Est-ce que tu te formes aussi outre-Atlantique ou plus avec des Français? Comment ça se passe? Ouais, alors il n'y a pas beaucoup de formateurs business outre-Atlantique qui m'inspirent, je vais être honnête avec toi. Il y a quelques auteurs que j'aime bien, plus des auteurs dans le domaine du dev perso, philosophie, etc. J'aime beaucoup Ryan Holiday par exemple, j'aime bien Mark Manson. Je me suis, j'ai découvert le business en ligne grâce à Tim Ferriss aussi, donc c'est des gens que j'aime bien. Et je continue à regarder un peu leurs vidéos YouTube. Ryan Holiday, je lui ai pris une formation il n'y a pas longtemps. J'achète leurs bouquins quand ils lancent un bouquin. Donc on va dire que je suis plus lecteur des anglophones. Ouais. Mais s'il y a un français qui me plaît, qui fait des bonnes formations, je vais plutôt consommer chez le français la formation. Ok, ok. La barrière de la langue peut-être déjà qui saute. La culture aussi. Ouais, je sais pas. Moi, les Américains, enfin, ils sont pas tous pareils, hein. Dans le domaine business, je les trouve très chiants. Ils sont très très bons, hein, je dis pas, ils ont des Mhm. résultats exceptionnels. Mais c'est des machines. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'autre but que de juste faire le maximum d'argent possible. Il n'y a pas de volonté d'avoir une belle vie, il n'y a pas d'intérêt pour le design de lifestyle, il n'y a pas de soif de liberté. C'est vraiment on optimise à fond et la quintessence de cette optimisation-là, c'est bah, on va vivre à Dubaï, enfermé dans un condo toute la journée et juste une machine à produire dans un endroit où on va payer le moins d'impôts possible. Enfin, il n'y a pas de vision Mm. pour moi qui est séduisante en fait chez les Ok. Américains business. Je dis pas que j'en aime aucun, de temps en temps j'en découvre un, je me dis ah, lui il est sympa et tout. Mais voilà, j'y arrive pas, tu vois, j'arrive pas à suivre quelqu'un qui m'inspire pas. Ouais, je comprends. Je comprends. Et tu parlais d'auteurs américains. Tu connais Simon Sinek? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, avec son TEDx là qu'il avait fait sur le cercle d'or avec le why au centre. Start with why, c'est ça. Ouais, c'est ça. Start with why. Et justement, tu l'as déjà défini ton why? Ce serait quoi si tu veux bien le partager du coup? Je sais pas si j'ai vraiment un pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup mes envies euh, et qui fonctionne beaucoup par limite aussi. C'est-à-dire que je me fixe des limites. Il y a des choses que je veux pas faire. Il y a des choses que tu sais, on dit que c'est de la contrainte que naît la créativité. Et, j'aime bien fonctionner avec des contraintes que je m'impose moi-même parce qu'elles me plaisent. Je suis séduit par la contrainte, par le fait de me dire, ok, je reste dans ce cadre-là, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ok. Et, euh, et à l'intérieur de ce terrain de jeu que je me crée, je m'offre énormément de liberté. Je me permets de te couper. Ouais. Pour bien comprendre, c'est quoi quand tu dis je me mets des contraintes en fait? Est-ce que tu peux juste donner un exemple pour que je comprenne bien le principe? Ouais, c'est bah, par exemple pendant des années, j'ai fonctionné en disant je ne veux pas avoir de rendez-vous, je prends aucun Ouais. rendez-vous. Ok. Donc j'ai construit Ok. tout mon business autour de ça, Ouais. tu vois, parce que Ouais. je voulais voyager et donc c'est chiant avec le décalage horaire et tout. Mm. Et donc j'ai construit mon business autour d'un système complètement asynchrone, avec des petits produits, avec un minimum d'humains derrière, Mm. avec des produits qui sont vendus par mail. Tout était semi-automatisé. J'avais une personne qui gérait l'administratif. Voilà, j'avais un call par semaine avec cette personne qui était facultatif, mais que je gardais quand même pour avoir le lien. Et Ouais. puis c'est tout, quoi. Et ça, par exemple, c'est typiquement une contrainte qui a vraiment drivé mon business pendant des années. Alors, je l'ai cassé, cette contrainte. Aujourd'hui, j'ai Ouais. décidé de changer de modèle. Maintenant, je fais de l'accompagnement. Ça nécessite d'avoir des rendez-vous. Alors, il n'y en a pas beaucoup. J'ai 2 rendez-vous par semaine Mm. en visio avec mes élèves. Mais ça, en fait, je me lance dans un nouveau truc, c'est excitant et tout. Et très vite, je suis là à me dire, OK, quelle contrainte je pourrais ajouter? C'est-à-dire, Ok. alors, le mot contrainte est peut-être pas bon. Je dirais peut-être le mot plutôt cadre. Ouais. Quel est le cadre que j'ai pas envie de dépasser? Dans quel terrain de jeu? Quelles sont les limites du terrain, en fait? Ok. Parce que si je mets pas de limite au terrain, je deviens fou. Tu vois, Mm. je pars beaucoup trop loin dans un truc, j'oublie ce que j'ai commencé, je lance un nouveau truc chaque semaine, enfin ça ressemble plus à rien. Ok. Donc par exemple, un truc qui m'a énormément aidé pendant des années, c'était de me dire je lance une formation par mois. Tous les mois, je lance Ouais. une formation. C'était Ok. simple, efficace, j'ai tenu pendant des années, et ça m'a cadré en fait. Ok. Donc ouais, c'est ce qui correspond à ma personnalité. Et c'est quoi du coup le nouveau cadre que tu t'es mis alors du coup actuellement?
Et je suis en train de le définir pour l'instant. Ok. Là, je suis dans une phase où j'essaie de comprendre un peu mieux comment je fonctionne, de comprendre comment j'ai pu aussi m'auto-saboter ces dernières années. Mm. Et j'essaie de reconstruire quelque chose qui me séduit. Et là, en ce moment, ça me plaît parce que ça commence à prendre forme. Donc, si tu veux, moi, j'ai arrêté les petits produits pour lancer un accompagnement autour de YouTube. Donc, j'essaie de Oui. rester constant dans cet accompagnement parce que c'est un projet beaucoup plus long terme que de lancer un produit puis le mois suivant d'en lancer un nouveau. Euh, et en fait, il y a un truc qui est très satisfaisant, c'est de construire le système. Donc là, je suis encore dans la phase de construction du système. J'ai construit la formation, j'ai construit le système de vente. Là, j'optimise le système de vente. Je construis des outils d'acquisition avec de l'IA, avec de l'automatisation. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, là, je suis dans une phase de construire le système. Et une fois que le système sera en place, je commencerai, je pense, à poser un cadre et à mettre des limites. Mais déjà, j'ai déjà des limites. C'est-à-dire que déjà, le closing, j'en fais plus. Tu vois, j'en ai fait pendant un mois. Ouais. J'aime pas ça, même si c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. C'est Ouais. terminé, je fais plus jamais un closing de ma vie. Je comprends comment ça marche, je sais à peu près quelles sont les qualités d'un bon closer, je sais recruter un bon closer. Terminé, je fais plus de closing. Ok. Ouais, mais t'as eu besoin de mettre les mains dans le cambouis pour savoir Ouais. trouver un bon mécanicien, quoi. Il faut savoir que à chaque fois, je dois savoir que c'est provisoire. Je sais qu'il y a des gens qui ont une très forte tolérance à la contrainte et qui sont pas capables de faire des choses qu'ils aiment pas particulièrement tous les jours pendant des années. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux le faire pendant 1, 2, 3 mois, mais à condition que je sache que c'est provisoire. Mm. Le maximum, c'est 3 mois. Le pire expérience professionnelle de ma vie, un stage de 3 mois. Si je ne savais pas en démarrant ce stage que ça allait se terminer au bout de 3 mois, je pense que j'aurais fait un burn-out, une dépression, posé ma démission. J'aurais trouvé une solution pour m'en sortir. Je te confirme il y a beaucoup de gens qui savent faire des choses qu'ils détestent pendant très longtemps, parce qu'il y a malheureusement énormément de salariés qui aujourd'hui, bah, ils détestent leur job. Et pour moi, un des trucs que j'observe le plus sur ces gens-là, qui sont très courageux, hein, de se lever tous les matins, faire un truc que t'aimes pas, enfin, c'est super courageux, enfin, c'est un débat rien qu'à soi. Mais quand ils rentrent de vacances, la première chose qu'ils font, en fait, c'est qu'ils reprennent des vacances. Et c'est paradoxal parce que moi, en fait, je dis souvent, je suis nul en vacances parce qu'en fait, des fois, en fait, je m'amuse. Moi. Souvent, en fait, je m'amuse. Il y a des choses chiantes dans ce que je fais, mais en fait, souvent, je m'amuse et du coup, je pense que je ressens moins le besoin de partir en vacances que quelqu'un qui se lève tous les matins pour faire un truc en fait qu'il aime pas. Je sais pas si tu as pu observer ça peut-être dans ton entourage, dans des potes qui sont pas forcément entrepreneurs. Ouais, bien sûr. Bah, on a besoin d'avoir son échappatoire et trouver son jeu à soi. Moi, un truc qui m'avait marqué, c'était pendant la période la folie des NFT là, et des cryptos, où j'avais des potes qui commençaient à mettre tout leur fric dans des cryptos voilà, qui étaient apparus il y a 3 jours, sponsorisés par Elon Musk et compagnie. Là, vraiment, le truc, t'as pas envie de mettre ton argent dedans. Ouais. Et en fait, ces gens-là avaient tous pour particularité d'être salariés et d'avoir un boulot, je vais pas dire chiant, mais c'est eux-mêmes qui auraient dit pas particulièrement enthousiasmant, tu vois. Et ce jour-là, j'ai compris un truc, c'est que je me suis dit, ok, en fait, les gens vont chercher leur excitation quelque part, et les gens qui vont jouer au jeu d'argent, par exemple, ou les gens qui vont, je sais pas, faire des sports extrêmes, c'est peut-être aussi des gens qui trouvent pas cette adrénaline et cette dopamine dans leur travail, tu vois. Moi, j'en trouve tellement dans mon travail que je suis pas du tout intéressé par tout ça, tu vois. J'ai une vie extrêmement pépère en dehors de mon travail. Genre, mon loisir numéro un, c'est de faire des balades, tu vois. C'est genre Mm. me balader avec mon chien sur les quais et je kiffe ça et je veux pas faire. Enfin, tu vois, les aventures, c'est bon, j'en ai vécu maintenant. Dans mon travail, je trouve énormément d'exploration, quoi. Donc, j'ai pas besoin. Bah, pour ça, moi, des fois, on me dit, c'est quoi ta passion? Et en fait, en vrai, avant, je dis, ouais, moi, c'est la musique, c'est le cinéma. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, bah, en fait, c'est mon travail, tu vois, mais c'est presque mal perçu, en fait, en France, de dire que ce que t'aimes aujourd'hui, c'est ton taf, quoi. Les gens ne comprennent pas, en fait. Tu passes pour un peu un extraterrestre pour 80% de la population Ouais. française, je pense. Donc, Ouais. ok, ok. Et il y a quelque chose qui est quand même flagrant chez toi, c'est que, alors moi, ça fait pas si longtemps que je te connaissais. Je t'ai connu en 2020. Comme je te disais, on s'est vu la dernière fois, je t'ai connu avec cette vidéo dans la neige où tu offrais ta plus grosse formation pendant le Covid. Mais en vrai, tu étais arrivé en 2020, ça faisait déjà quoi? 4-5 ans que tu étais sur le marché en fait. C'est ça, tu t'es lancé en quelle année déjà? Plus que ça, moi, je me suis lancé en 2012 avec mes premières formations, mon blog, Ça faisait etc. 8 ans. Ça faisait Et j'ai 8 ans. commencé à en vivre en 2015. Ok. Donc ça y est, t'as attaqué ta 11e année. Si je compte bien.
Ouais, de mon business, ouais. Après, ça fait presque 15 ans que je crée du contenu et tout, mais ouais, Ok. ça fait plus de 10 ans que j'en vis maintenant. Et dans ces 10 ans qui sont passés, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont partis, en tout cas des acteurs. Toi, tu es toujours là. C'est quoi du coup ta clé pour durer en fait? Qu'est-ce qui fait que... J'ai pas d'autre option. Ouais, Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je vois pas ce qui pourrait mieux me convenir. Je m'amuse dans ce que je fais. Il y a tellement de manières de le faire, de manières de le faire évoluer. Et ça marche aussi, enfin, on va pas se mentir, mais ça fait pas 10 ans que je galère. J'ai galéré au début pendant 3 ans, ensuite ça a commencé à marcher, j'ai commencé à gagner ma vie avec, après j'ai très bien gagné ma vie avec. Je vais pas quand ça marche, tu continues, quoi. Donc après il y a eu des fluctuations, tu vois? Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des creux, et dans ces creux, tu te réveilles, tu te bouges, tu remets en question, tu reconstruis et ça fait partie de l'aventure, quoi. ouais, ça fait partie de l'aventure, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que ceux qui sont partis du marché, ça a bien marché pour eux, tu vois, en fait, ils ont fait certains beaucoup d'argent en très peu de temps, pourtant ils sont partis, tu vois, donc je sais pas, il doit y avoir quand même autre chose qui fait la clé en fait pour durer. S'il y avait d'autres choses après toi, ce serait quoi? Hem, Faut voir aussi où ils sont allés. Beaucoup sont partis alors si tu parles par exemple du monde de la formation en ligne, beaucoup sont partis parce qu'ils aimaient pas créer des formations et que eux, ce qu'ils aiment, c'est gérer des équipes, c'est monter une boîte, c'est, faire du software, ou même être salarié, hein. Moi, j'en connais qui ont quitté le monde des formations. Moi, j'en ai marre de m'épuiser, de stresser, d'être anxieux, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire et c'est OK, quoi. Donc parfois aussi, c'est une étape pour beaucoup de gens. Alors, un truc que je vois aussi avec les formations, c'est que ça a été, et ça l'est toujours, un business opportunity. Donc à un moment, ça a été utilisé, si tu veux, par beaucoup de gens comme une opportunité pour sortir du salariat et pour devenir riche. Comme aujourd'hui, c'est le business IA. Il y a 3 ans, c'était les NFT, le dropshipping, etc. Tu vois. La formation en ligne, c'est allé depuis longtemps, ça a jamais été le truc numéro un, mais ça a toujours été un peu en toile de fond. C'est un des business opportunity qui est quand même les plus populaires, les plus vendus, notamment depuis le Covid. Et donc forcément, beaucoup de gens se sont lancés là-dedans, mais ils ont aucun intérêt pour ça, tu vois. Ça les intéresse pas de concevoir des méthodes, ça les intéresse pas d'accompagner des élèves. Ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Et je veux pas leur jeter la pierre parce que je comprends très bien que quand tu as un boulot qui te fait chier, où Hmm. tu es étudiant dans un truc que t'aimes pas, que t'as jamais eu une thune de ta vie, etc. On dit tu peux gagner de l'argent, tu veux prendre le premier truc qui passe. Ah oui, Et parfois ces gens-là, ils ont arrêté, parfois ils sont allés sur autre chose qui leur convenait mieux et c'est ok quoi. ok. Moi je vais pas te donner le secret de la longévité parce que pour moi je me suis jamais posé la question si tu veux, jamais je me suis dit ah comment je peux bien faire pour continuer. Non, je vois même pas ce que je pourrais faire d'autre en fait. Évidemment, le marché, il évolue, il change, il y a l'IA qui arrive, il faut s'ajuster, il faut apprendre des nouvelles compétences, etc. Mais moi, ça reste un kiff. C'est un des seuls boulots où tu peux faire 100 000 euros par mois en travaillant tout seul, quoi. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et sans savoir coder, enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi. Et en travaillant avec des horaires raisonnables et tout. Alors, tout le monde fait pas 100 000 euros par mois, tu fais pas 100 000 euros par mois tout le temps et tout. Mais même 10, 15 000 euros par mois, c'est accessible, quoi. C'est accessible, tu gagnes bien ta vie, tu peux être heureux, tu peux construire une belle vie, tu peux voyager, tu peux travailler 2-3 heures par jour si tu t'organises bien, si tu automatises tout. T'as pas forcément besoin d'avoir des gens qui bossent pour toi. Si t'es autonome, si t'as un gros besoin d'autonomie, ce qui est mon cas, c'est un peu le boulot de rêve, hein. Il y a pas beaucoup de trucs, il y a pas beaucoup mieux, hein. De ce que tu dis, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que pour durer, faut aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. C'est quand même, enfin, ce qui te caractérise, je pense, et qui fait que t'as pas arrêté, contrairement à ceux que tu me disais qui se sont lancés pour gagner de l'argent et que si c'était la seule motivation, c'est comme ceux qui se lancent, par exemple, ils disent tiens, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais me reconvertir et tiens, ça recrute dans les crèches. Ok, je vais me faire une formation de puéricultrice. C'est une passion, hein, c'est des métiers passion. Tu peux pas te Ouais. lancer là-dedans si t'aimes pas ça à l'intérieur de toi, quoi. Je pense. Donc je pense que c'est pareil finalement dans Et ce métier, hein. pourtant, tu vois, prof, c'est censé être un métier passion aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de profs qui ne mettaient aucune passion dans ce qu'ils faisaient, tu vois. Et je veux pas non plus leur jeter la pierre parce qu'on n'est pas dans une société qui valorise ce métier, malheureusement. Mais je pense aussi que, il y a beaucoup de gens qui font un travail, pour l'opportunité du travail ou pour ce que le travail apporte. Parfois, je pense aux dentistes. Alors, je suis désolé s'il y a des dentistes qui nous écoutent. À chaque fois que je vais chez le dentiste, je me dis:
Est-ce que vraiment il y a des gens qui ont la passion de trifouiller les dents des gens, tu sais, tu mets des trucs métalliques dans la bouche des gens, ça leur fait mal, etc. Ça saigne de partout, faut aspirer ça avec un aspirateur à sang. Enfin, La bave et tout. c'est pas. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça, tu vois. Mm. Mais je soupçonne quand même la plupart des dentistes de pas faire ça par passion, mais faire ça pour le reste, tu vois. T'as un métier qui est stable, qui est à peu près pépère, qui gagne plutôt bien sa vie, une relation sympa avec des patients réguliers qui viennent te voir, etc. Tranquille, t'as une stabilité pour construire une vie de famille. Je pense que les gens font ça pour cette raison, tu vois. Beaucoup de gens Ouais. sont dans l'éducation nationale aussi pour cette raison, pour la stabilité, pour la croissance petit à petit de ton salaire, etc. Il y a la retraite, les congés. Donc chacun choisit aussi ce qui l'arrange le plus, tu vois. Tout le monde construit pas sa vie autour d'une passion, autour de son métier. Ça peut être très difficile aussi d'être passionné par son métier parce que la passion, c'est comme être en couple avec quelqu'un pour qui tu une passion amoureuse. Et il y a de l'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments extrêmes, il y a des moments de doute, il y a des moments de pleurs, il y a des moments, tu vois. Et c'est pareil pour un boulot de passion. C'est-à-dire quand ton boulot de passion, par exemple, tu dis ma passion c'est l'écriture. Moi pendant des années Ouais. je me suis dit ça, je me suis dit j'écris bien, j'aime écrire, j'ai un talent là-dedans, etc. Mm. D'un coup, t'as ChatGPT qui arrive, il écrit mieux que toi. T'enlèves un Et truc. n'importe quel cake peut écrire un truc. Il lui donne 20 de tes emails, il lui envoie à ChatGPT et il écrit comme toi. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là, tu vois? La première fois où tu vois ça, tu dis ok, ce que je pensais être un avantage concurrentiel n'en est plus un, c'est une commodité maintenant. Ce que je pensais être une passion et un talent n'a plus aucune valeur. Je peux plus me différencier grâce à ça, je peux plus gagner de l'argent grâce à ça. Qu'est-ce qui me reste en fait? Et quand tu fais pas un métier de passion, tu t'en fous, tu t'adaptes en fait. Tu dis ok, bah l'écriture c'est fini, hop, je raye, je passe au truc suivant. Moi j'ai mis 1 an avant d'intégrer le fait que savoir écrire c'était plus une compétence et que j'avais plus à travailler là-dessus et que je devais plus être fier de ça et je devais plus en faire une part de mon identité. C'était extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Donc c'est ça aussi, je veux pas faire fuir les gens, hein, mais la passion c'est à double tranchant évidemment. Ah ouais. Et justement, quand tu t'es aperçu que bah, c'était plus un avantage concurrentiel, comment. Ok, tu l'as mal pris, je pense, au début, c'est ce que tu dis. Comment t'as réagi à ça? Comme tout le monde, comme tous les artistes, je mets des guillemets sur le mot artiste que moi je me suis jamais considéré comme un artiste, mais il y a une mentalité, si tu veux, entrepreneur et une mentalité artiste qui est pas tout à fait la même. L'entrepreneur, il a des ressources à disposition, il construit avec les ressources sont interchangeables, si une ressource ne marche plus, il la remplace par une autre. L'artiste, il met du cœur dans son travail et il met son identité dans son travail. C'est pour ça que c'est toujours très difficile de faire du feedback aux artistes, faut être très prudent parce que si tu lui dis un truc méchant, c'est vraiment une attaque personnelle, quoi. Et en fait, moi, je me voyais comme un. Enfin, je pense que j'étais dans cette position un peu d'artiste de l'écriture, c'est-à-dire que je me mettais dedans, tu vois. C'était moi, c'était mon. Pendant des années, j'ai écrit des emails, vraiment, j'y mettais mes tripes, quoi. Et en fait, c'est blessant, tout simplement. C'est vexant, en fait. Le mot, c'est vexant. Et c'est pour ça que tous les artistes détestent. Enfin, l'immense majorité des artistes détestent l'IA. Ils détestent ça. Un des mecs les plus détestés en ce moment dans le monde des artistes, c'est le mec de Suno, c'est le mec qui a fait l'IA qui fait la musique et qui a dit Ok. dans une interview, je pense que la plupart des gens qui font de la musique n'aiment pas faire de la musique, ils veulent juste le résultat. C'est un mec qui a pas compris les artistes, tu vois. C'est un mec il a fait ça pour les entrepreneurs. Et pour les entrepreneurs, c'est génial. Moi, je fais une vidéo YouTube, tu m'envoies une musique pile pour mon vidéo YouTube générée en un clic, ça m'a rien coûté, je suis très content, tu vois. Mm. Mais si j'étais un artiste, si Ouais. j'étais quelqu'un qui produit de la musique, qui met son cœur et son identité dedans, entendre quelqu'un dire ça, mais j'ai envie de lui foutre des baffes, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que l'IA, pour les entrepreneurs, c'est le meilleur truc qui est jamais arrivé. Et pour les artistes, c'est la fin de l'humanité, ça détruit tout. Voilà, et c'est compréhensible. Ouais, c'est sûr. Je te rejoins aussi quand j'écrivais, parce que voilà, quand ça m'arrive d'écrire soit des VSL, des emails ou des pubs, tu vois, et des fois quand j'ai un retour dessus, mais même encore jusqu'à récemment, tu vois, parce que je trouve qu'aujourd'hui, moi je prends l'IA comme un co-auteur en fait. Je lui donne les idées, il rédige, j'ai pas encore comment dire, surautomatisé un peu la création. Et je passe encore pas mal de temps à peaufiner les textes, etc. Et l'idée, en fait, c'est un peu mon bébé, tu vois. La dernière fois, je passe ça à un pote copywriter pour faire un feedback sur des pubs. Et quand il critique mon idée, je le prends encore perso, tu vois. Même si je l'ai coécrit avec de l'IA.
Je sais Ouais. pas si c'est On quelque chose qui... s'attribue. Moi, j'ai créé un quiz avec l'IA, là, ça m'a tout codé, ça m'a fait le texte, ça m'a tout fait nickel. J'étais là, oh, je suis trop content de ce que j'ai construit et tout, mais en vrai, j'ai pas fait grand-chose, tu vois. Mm. Il y a un... Oui, tu diriges le truc, tu fais du feedback, tu l'ajustes. Il faut quand même avoir du goût, hein. C'est sûr que si t'as aucun goût... Moi, je Ouais. sais pas, je peux pas coder, par exemple... Alors, je peux pas coder un site complet avec l'IA parce que je vais pas pouvoir vérifier si c'est bien fait, etc., tu vois. Je pense que si quelqu'un n'a aucune compétence en écriture, ça va être un peu plus difficile d'écrire avec l'IA parce que même si c'est correct, elle va pas pouvoir voir les petites incohérences, les petites maladresses, trucs qui doivent être corrigés. Euh, c'est comme faire une randonnée très difficile. T'arrives en haut de la montagne, c'était escarpé, t'es passé par des petits chemins, t'as limite fait de l'escalade, t'arrives en haut de la montagne, il y a un parking, quoi. Il y a le truc de, ok, en fait, c'est comme si mes efforts d'un coup avaient été un peu dévalorisés. Écrire, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'énergie mentale. Et en fait, nous, les êtres humains, on est sans arrêt en train de chercher le raccourci, le minimum d'effort. C'est comme ça qu'on est codé, tu vois. Et donc, moi, je trouve que ça devient très difficile d'écrire à l'heure où tu sais que l'IA peut faire à peu près la même chose euh, en, euh, en 100 fois moins de temps, quoi. Là où je m'en sers, moi, et tu vois, finalement, il y a des gens qui disaient, je sais plus qui, parce qu'il y a l'IA, ça fait parler beaucoup, hein, tellement que si tu fais qu'écouter les gens qui parlent de l'IA, tu bosses plus. Mais, tu vois, il disait, un des problèmes de l'IA, c'est que ça enlève la gratification d'avoir accompli quelque chose. Peut-être, pour certains. Personnellement, moi, comment je l'utilise quand je dis, tiens, je veux faire une VSL, tu vois, et je lui balance mes grosses idées, mais les idées, en fait, elles viennent de ma tête, et c'est lui qui les met en application et qui les écrit. Et finalement, quand le résultat est fait et écrit, bah, en fait, je l'ai toujours, la gratification. Sauf qu'en fait, bah, j'ai fait ça en une après-midi au lieu d'une semaine. Et finalement, c'est cool parce que je peux faire plus souvent des trucs que j'aime, quoi. Donc, tu vois, finalement, Ouais, c'est vrai. Ouais, après, je comprends ce que tu dis et moi je le sens aussi, ce truc-là. Après, il y a deux choses. C'est que déjà, j'ai pas l'impression que les gens qui utilisent l'IA tout le temps sont tellement plus productifs que ceux qui l'utilisent pas. Désolé, mais tu vois, genre, la création de contenu, par exemple, je me suis dit, mais tous les créateurs vont se mettre à produire. Non, non, bah, ils produisent le même nombre de contenus qu'avant. En fait, c'est juste qu'on a. Déjà, on passe beaucoup de temps à construire de l'IA, le construire des système, ouais. systèmes IA, réparer les machins. Moi, le temps que je passe en ce moment dans les automatisations, genre 80% de mon temps est passé sur Zapier là cette semaine. J'en peux plus parce que je suis là à construire des trucs, à les réparer, à les changer, etc. Alors c'est pas, ça sera pas définitif, tu vois, mais Ouais, avant ce temps-là, je le passais sur la création pure. Maintenant, je le passe sur l'entretien du système. Un peu comme l'industrialisation. Ok, avant, il y avait les petits mecs qui serraient leur boulon. Ensuite, on a mis un robot et les mecs, bah, ils servent à surveiller le robot en fait. Et je trouve que de plus en plus, on a des boulots qui consistent à surveiller, à affiner les systèmes, à les surveiller, à les réparer. On a des boulots un peu techniciens. Mais je dis pas que c'est pas intéressant et qu'on coquerait pas. Là où je voulais mettre un peu de nuance dans ce que tu dis, c'est que tu dis je trouve les idées, il écrit. Mais à chaque fois qu'on dit ça par rapport à l'IA, par exemple, oui, mais tu vois, l'IA coécrit avec moi, l'IA ajoute quelque chose, etc. Mais en vrai, généralement, la partie que tu fais pourrait aussi être déléguée. C'est-à-dire que même la partie qui consiste à trouver les idées, en soi, l'IA est très douée pour trouver les idées aussi. Donc à partir du moment où l'IA, elle peut trouver les idées, elle peut écrire, elle peut créer le site sur lequel publier, elle peut faire la mise en page, et elle peut trouver les idées pour la mise en page, c'est comme le prompt engineering. Tout le monde a dit, oui, mais maintenant, il faut apprendre à faire des prompts. C'est ça la nouvelle compétence au XXIe siècle, il faut apprendre à faire des prompts. Moi, oui. mes meilleurs prompts, c'est Gemini qui les fait, c'est pas moi. Quand je veux faire un prompt, je balance du vocal en n'importe quoi à ChatGPT en lui disant alors là je veux faire machin mais je veux pas que ça ressemble à ça, je veux que ça ressemble à ça machin, fais-moi un prompt. Et il me fait un prompt nickel et tout, et ensuite je l'envoie à Gemini, Nano Banana ou je sais pas quoi, hop, ça me sort l'image. Et donc en fait, il y a toujours, tu vois, il y a toujours une step où en fait à chaque fois que tu penses avoir le contrôle, ah non mais en fait l'IA elle peut faire ça aussi. Et là avec les IA agentiques, les IA prennent de plus en plus de responsabilités, tu vois. Donc je pense qu'il faut accepter quelque part on a perdu beaucoup de contrôle on essaie de s'accrocher autant qu'on peut aux branches, tu vois, et de survivre et dire regardez, je suis encore pertinent, je suis encore pertinent. J'ai l'impression que chaque année on l'est un petit peu moins quand même, quoi. Hmm, ok. Est-ce que tu penses que du coup, c'est l'IA qui fait qu'aujourd'hui, tu as un switch de business model pour aller vers cet accompagnement où
où on met cette dimension d'humain où justement l'IA pourra jamais remplacer un humain? Est-ce que Ouais, ça a joué? Ça a joué. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai senti que les petits produits, ça allait pas marcher aussi bien éternellement et que ça perdait aussi de son sens. Déjà, moi, je les vendais par mail et l'email, n'importe qui aujourd'hui peut rédiger des bons emails avec l'IA, donc l'IA a joué un rôle ici. Ensuite, j'ai l'impression que l'email, de manière générale, j'ai l'impression est en baisse. Les gens ouvrent moins leurs emails, ils lisent moins leurs emails, ils en reçoivent trop. Ouais, les Euh, newsletters, ouais. Moi, à l'époque, tu vois, il y a 4-5 ans, j'envoyais un email par jour, je recevais 200 réponses par jour, il y avait une communauté. Aujourd'hui, je reçois 2 réponses, Ouais. dont un désabonne-moi connard, tu vois, et tu vois, ça a changé, tu vois, ça a changé. Alors peut-être que je mets moins de soin aussi dans les emails et que les gens le sentent, tu vois, c'est possible aussi. Mais globalement, les gens n'ont pas le même rapport à l'information, ils mettent pas, je pense, la même, ils voient pas, il n'y a pas la même valeur qui est mise dans quelque chose qui est commoditisé, tu vois. Et Ouais. l'écriture est commoditisée aujourd'hui avec l'IA, et donc on lit plus en fait, parce que ça a plus de valeur. On lit minimum dont on a besoin, mais on n'accorde plus de valeur à ça. Surtout qu'on ne sait pas si ça a été écrit par l'IA ou pas. Et les créateurs le disent pas. S'ils écrivent avec l'IA, et généralement c'est qu'ils le font. Donc il y a ça. Sur les petits produits, il y a le fait en effet qu'il faut recréer de l'humain, etc. Je pense que aujourd'hui, ce qui a encore de la valeur, c'est d'avoir un suivi avec une personne qui s'intéresse à ce que tu fais, qui s'intéresse à tes résultats, qui te fait du feedback. Son feedback sera pas forcément mieux que celui d'une IA, mais au moins tu as une expertise d'une personne cohérente qui a une méthode à elle, qui va analyser ce que tu fais via son prisme à lui et te donner du feedback et t'aider à progresser. Il y a l'effet de groupe, etc. Donc ouais, je pense que c'est l'avenir. Honnêtement, je pense que c'est l'avenir. Mais ça peut encore changer, ça peut encore évoluer. Le coaching, ça peut encore évoluer. Les gens disent les coachs, c'est bon parce que ouais, mais moi je me fais coacher par l'IA de plus en plus, hein. Je demande du feedback à l'IA de plus en plus. Quand j'ai un problème, je détaille le problème à ChatGPT. Il a mon historique. Souvent, il est très très compétent pour me poser les bonnes questions. C'est tout bête, hein, mais ce truc un peu cliché, mais qui est devenu cliché maintenant, de dire tuer un expert en X ou tuer un coach renommé, etc. Ouais. Répondre à ça, ça marche de fou, quoi. Ça marche vraiment de fou, quoi. Donc, ouais, il n'y a pas une compétence intellectuelle qui n'est pas remise en question par l'IA, et je pense que c'est aussi une leçon d'humilité un peu pour nous tous, à se dire, ok, on n'est pas des dieux, il faut qu'on apprenne à faire avec la technologie, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on accepte que ce qu'on fait n'a plus la même valeur qu'avant, qu'on reconstruise. Ouais. Moi, je pense que je suis beaucoup plus. Ouais, j'ai pris une vraie leçon d'humilité avec l'IA. Aujourd'hui, je- j'affirme beaucoup moins, je prétends beaucoup moins, je suis moins. Je pense que je regarde, je suis observateur, tu vois. Je dis pas que ça va être la fin du monde. Je dis pas que ça va être une opportunité extraordinaire pour le. Ça, c'est vraiment. Enfin, une arnaque totale de dire que ça va être une opportunité extraordinaire pour les entrepreneurs. Ça va être une opportunité extraordinaire pour ceux qui construisent les IA, ça c'est Ouais. sûr. Pas pour les entrepreneurs qui vont juste se battre avec des armes plus puissantes, mais on sera toujours à armes égales. Mais par contre, j'observe, je sais pas, tu vois. Je sais pas comment ça va évoluer, j'observe, je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu une religion pour certains, où il y en a, ils jurent plus que par ça, tu vois. Genre, la dernière fois, on partage, tiens, regarde aujourd'hui, alors bon, c'est LinkedIn, tu vois, donc LinkedIn, faut que je fasse une vidéo sur ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais les gens ils disaient, j'ai remplacé toute mon équipe qui me coûtait 10 000 euros par mois pour gérer mes pubs par un agent IA. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est c'est tellement compliqué d'optimiser une campagne de pub. Des fois, il y a presque une espèce d'intuition, tu vois. Ils disent, il faut regarder les stats, et en fonction des stats, l'agent IA me permet de prendre les meilleures décisions. Mais moi, ça m'est arrivé de mettre, par exemple, parce que tu faisais de la pub à un moment donné, tu avais vendu une formation qui avait bien marché, qui était sur, tu balances une pub et ils te disent, bah, pour sélectionner la bonne pub, il faut regarder son taux de hook, tu vois. Mais des fois, moi, ça m'est arrivé de mettre par erreur 2 fois la même pub dans une campagne, et le taux de hook est différent. Donc il y a quand même, tu vois, les gens ils essayent de dire que tout est carré, tout est rationnel, et là-dedans tu vas mettre un agent IA qui lui va se baser sur des stats que tu lui as donné, mais je trouve que les gens ils sont partis dans une religion qui fait que parfois ils veulent mettre de l'IA partout et que ça devient extrême un peu parfois. Je sais Ouais. pas ce que toi t'en C'est une penses, mais course, hein, moi je pense que c'est une course. Tout le monde a l'impression qu'il faut qu'il aille plus vite que les autres. On y perd beaucoup de temps aussi quand même dans cette course parce qu'on construit. Moi je me suis retrouvé parfois à construire des systèmes où j'ai passé 3 jours, 4 jours, une semaine à construire le truc, et à la fin je me suis dit, mais en fait ça ne sert à rien. Genre, je vais pas l'utiliser en fait, tu vois. Donc faut voir aussi la différence entre vrai gain de productivité et addiction.
J'ai pas l'impression que les entrepreneurs qui utilisent l'IA se soient soudainement enrichis et ont fait x10 de chiffre d'affaires. Bon, parfois on voit des posts LinkedIn un peu j'ai doublé ma productivité. Enfin, si les mecs qui disent j'ai doublé ma productivité, s'ils avaient vraiment doublé leur productivité à chaque fois qu'ils l'ont dit, les mecs auraient multiplié leur productivité par 100 déjà, tu vois, parce que les mecs, toutes les semaines ils doublent leur productivité. Tu te dis waouh! Et pourtant c'est marrant, tu postes pas plus de contenu, tu sors pas plus de produits, genre qu'est-ce qui a vraiment changé? Et en fait, moi je me méfie maintenant avec ce genre de truc. Ça a changé ma vie. Non, ça a changé ton quotidien pour les 2 dernières semaines, c'est différent. Ou ça m'excite en ce moment, c'est pas pareil. J'ai doublé ma productivité. Non, t'as construit un système qui a du potentiel, mais peut-être que tu vas l'abandonner dans une semaine parce que tu auras trouvé mieux et tu vas repasser 3 semaines à tout reconstruire. Donc attention aux promesses. Les mecs LinkedIn, ils font du LinkedIn, hein. Ils sont là pour faire des vues, pour faire des likes. Évidemment que il y a toujours besoin d'humains, que maintenant, ouais, l'IA est quand même capable de faire des tas de trucs. L'IA me surprend moi aussi. Moi, j'ai découvert un outil là, d'IA il y a quelques jours, ça s'appelle Zite, Z-I-T-E. Ça appartient à Fillout, c'est un outil pour créer des formulaires. J'étais bluffé, je me suis dit, ah, en fait, je peux créer des outils en ligne fonctionnels avec une base de données qui vont envoyer des informations, qui vont être connectés à ma base mail, envoyer des mails automatiquement aux gens, etc. Je peux le faire ça tout seul, sans développeur et sans utiliser un outil comme Zapier. C'est plus simple et plus rapide que Zapier, il y a moins de bugs. Donc oui, là en effet, si j'avais embauché quelqu'un pour le faire, ça m'aurait coûté 1500 euros, tu vois. Mais j'ai passé 3 jours dessus et ensuite j'étais tellement excité que j'ai passé encore une semaine à tout optimiser, à changer. Bon, finalement, ça m'aurait peut-être coûté moins cher de prendre un mec pour le faire, hein. Si tu comptes pas, si tu comptes ton temps, ouais, peut-être, parfois. Mais bon, après, est-ce que tu t'es amusé à le faire? Ouais, Jusqu'au c'est stade. kiffant. Mais c'est Ouais. pour ça que je dis, c'est un loisir. C'est-à-dire que les gens qui disent j'ai doublé ma productivité, non, tu t'es juste trouvé un nouveau hobby, tu vois. Pour l'instant, t'as pas doublé ta productivité parce que tu passes tes journées à bidouiller des trucs, en fait. Et qu'avant, tu passais tes journées à produire de la valeur. Donc, oui, si ton métier, c'est de bidouiller des trucs, très bien. Mais si ton métier, c'est de produire de la valeur pour tes clients, mettons, et que tu bidouilles des trucs pour aller plus vite, mais qu'au final, tu passes plus de temps à les bidouiller qu'à les faire fonctionner, t'as pas à gagner du temps. Donc attention à pas confondre hobby. Moi souvent, maintenant j'essaie vraiment de faire gaffe, de dire attends, là je passe trop de temps à faire de l'automatisation. Le matin je me réveille, c'est beaucoup plus amusant pour moi de bidouiller des petits trucs avec l'IA que d'écrire un email ou de faire une vidéo, tu vois. Mais je sais où elle est la valeur que je peux produire, moi. C'est dans le contenu que je peux créer. Ouais. C'est cette notion de coût d'opportunité, du coup. Ça, c'est un truc qui a. Comment t'as fait justement pour réussir à faire tout ce que t'as fait avec une équipe si petite? Parce que je sais qu'à un moment donné, t'as eu 10 personnes, je crois. C'est l'année où t'avais fait le million ou pas? Ouais, alors 10 personnes, enfin tu vois, il y a un mec, juste il me faisait mes miniatures YouTube, donc il Ok. travaillait une heure pas. Oui, c'était pas vraiment 10 salariés. T'avais 10 intervenants dans ton business. Mais comment t'as fait justement pour réussir parce que la majeure partie du temps, t'étais seul en gros, quoi. Ouais, bah, je me concentre à 80-20, la bonne vieille loi de Pareto, je me concentre Ouais. sur les 20% d'efforts qui amènent 80% de résultats. Et pour moi, c'était faire des vidéos, écrire des emails et lancer des formations. J'ai fait principalement ça pendant des années, ce qui me permettait de travailler très peu et de faire des bons chiffres parce qu'en fait, je produisais beaucoup parce que je faisais que ça. Et en fait, j'avais pas de projet secondaire, si tu veux. Les entrepreneurs font toujours 15 trucs en même temps. C'est ça aussi où tu te disperses. Moi, je faisais pas les trucs qui rapportaient pas beaucoup d'argent ou qui me faisaient pas profondément kiffer, tu Donc en fait, t'avais canalisé ta créativité, parce que là tu parles que t'as tendance à partir dans tous les sens, dans avec cette régularité, quoi. En fait, t'avais pris en fait, c'est rigolo parce que parfois une force peut devenir une faiblesse. Et toi, tu as essayé de canaliser en fait ta force, à y mettre une rigueur pour réussir à Ouais. pas te disperser, quoi, si je comprends. Après, moi, je me disperse dans mon cadre, hein. On a parlé de cadre, de terrain de jeu. Ouais, ouais, Moi, j'ai un problème de dopamine, j'ai besoin de nouveautés constantes. ouais, Et en fait, j'ai essayé de me mettre ce cadre qui était tu lances une formation par mois, quoi qu'il arrive. Tu te débrouilles ensuite pour faire rentrer des gens. Bah, en ouais. fait, pendant 10 ans, j'ai fait des emails, j'ai fait des vidéos YouTube, j'ai fait du LinkedIn, j'ai fait de l'Instagram, j'ai fait du podcast, j'ai fait tout ce que tu veux, des lives quotidiens, des shorts, des TikTok, j'ai fait tout ce que tu peux imaginer qu'on puisse faire pour trouver des clients, je fais des pubs. Je me suis amusé, tu vois, j'ai exploré plein de trucs. Mais je suis resté focalisé sur ton business, il est simple, faut faire rentrer des gens et il faut leur vendre des formations. Vendre des formations, j'ai toujours fait avec des emails, c'est ce qui a toujours le mieux marché. Ouais. Donc ça, c'était pas compliqué, je continue à faire des emails.
Et à côté, canal d'acquisition, et puis c'est terminé, quoi. Et après, Ok. je vais m'amuser là-dedans. Et aujourd'hui, en fait, tu changes donc de business model. Donc là, t'es en grosse transition. Cette transition, d'un point de vue professionnel, elle arrive, est-ce qu'elle arrive au moment où tu as une transition personnelle? Est-ce que tout s'est mis en place en même temps? Moi, je te dis ça parce que, par exemple, quand on parle du sujet de rupture, tu l'as évoqué. Moi, la rupture, c'est quelque chose qui a été un catalyseur chez moi. Parce en 2015, j'ai eu une grosse rupture. Et c'est avec cette rupture-là où ça m'a donné en fait le tremplin, tu vois, de dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie, quoi. Et c'est ça qui a fait que je me suis lancé parce que moi, je me suis lancé plus tard que toi, hein. Je me suis lancé à mon compte, on va dire, à 35 ans. Mais je pense que la rupture a été un catalyseur, en fait, qui m'a dit, ok, maintenant, je fais quoi de ma vie, quoi. Ouais. Une Est-ce que rupture toi, affreuse. ouais, Ouais. c'est clairement, et puis précarité derrière avec l'appartement, le chômage, ouais, j'étais en mode, ouais, ouais, le dos au mur, en fait. Je trouve que des fois, le dos au mur permet de faire des choses qu'on n'aurait pas fait sinon, en fait, si on avait si on avait le confort, en fait. Ouais, des choses à perdre, tout simplement. Est-ce que toi, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as d'abord entamé ce changement de business model, ou est-ce que c'est ce point de rupture personnel qui a engendré ce changement de business model? C'est arrivé dans quel ordre, en Euh, fait, je dirais? Ouais, alors déjà, je te rejoins sur le fait que quand il y a une rupture, que ce soit amoureuse ou enfin une rupture dans sa vie, ça ouvre la possibilité de faire d'autres changements parce que on a peur, tous un peu peur du changement, je pense. On est dans notre confort, on a des choses à perdre. Et quand Ouais, tu casses quelque chose qui était un peu le socle de ton identité, bah tu te dis finalement foutu pour foutu, j'en profite pour casser deux trois autres trucs qui me traînaient un peu au pied depuis trop longtemps et je vois ce que je peux faire d'autre, quoi, de nouveau. Donc moi j'ai essayé de le voir comme une opportunité. Ça s'est fait, ça a été très long. Moi, je dirais que j'ai un peu une crise quand j'ai eu 29 ans de est-ce que j'ai vraiment vécu ce que je voulais pendant ma vingtaine? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire? J'avais un peu tendance aussi, je me sentais un peu vieux aussi, même dans mon domaine, dans mon activité, mais ça fait longtemps que je suis là. Est-ce que je suis toujours tendance? Est-ce que je suis toujours pertinent? Est-ce que je suis pas en train un peu de m'endormir? Donc, grosse crise à 29 ans. Ça s'est terminé en effet par une demande de séparation. J'avais aussi accumulé en fait un nombre de trucs dans ma vie, d'engagement, d'affaires, d'une maison, des animaux, enfin tout un tas de choses qui me faisaient me sentir un petit peu enfermé. ouais, Et j'ai voulu, ouais, j'ai voulu respirer, prendre l'air, sortir un peu de tout ça, recommencer, me laisser une deuxième chance aussi. Parce que j'ai dit, ok, bon, bah, j'ai 30 ans maintenant. Est-ce que je peux pas démarrer un nouveau chapitre? J'avais pas envie de continuer comme ça pendant des années, notamment sur l'aspect financier, mais l'aspect financier a beaucoup joué. C'est-à-dire que j'étais dans un cas de figure où il fallait que je fasse rentrer 50 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois juste pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. ouais, C'est beaucoup trop, ça me prenait à la gorge, j'avais l'impression que je pouvais jamais sortir d'argent, je pouvais jamais faire de bénéfices en fait. Je m'enrichissais pas, je soutenais juste un style de vie qui me convenait plus. Donc tu vois, il y a un moment où tu dis, je bosse beaucoup pour soutenir un truc que je veux plus, j'en tire aucun bénéfice, j'en tire plus de bénéfices personnels. Et c'est allé avec, malheureusement pour elle, la personne avec qui j'étais, et ça s'est terminé là. Et puis voilà, maintenant on est en bon terme. Je suis très content d'en être passé par là et d'avoir recommencé quelque chose de nouveau. Ça m'a demandé énormément de courage. C'était très très difficile. Le truc le plus difficile que j'ai jamais fait. Je trouve que l'humain, les relations humaines, il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'habitudes, voilà, j'ai énormément culpabilisé. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de souffrance. Mais parfois, enfin, la souffrance, les crises, c'est aussi ce qui permet de relativiser le reste du temps quand ça va plutôt bien. Où tu dis, en fait, ça va quoi, c'est cool, je m'en sors bien. Donc je reconstruis en fait petit à petit, je reconstruis avec une autre personne, je reconstruis mais sans faire les erreurs du passé, donc sans ouais. créer des engagements qui sont très très durs à casser. Je reconstruis au niveau du business. J'ai besoin de tellement moins d'argent aussi, mais ça change tout. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai divisé mes dépenses par 4 ou 5. Je vis dans un endroit qui est 2 fois plus petit qu'avant et je suis très bien ici en fait, parce que c'est un espace qui est à ma taille, que je maîtrise, je suis pas envahi d'objets, etc. Je peux, là, si je gagne presque plus rien, je m'en sors, tu vois. Je suis pas en mode c'est la faillite, c'est la panique, c'est non, ça va, tu vois. Et en fait, du coup, ça me permet aussi de planifier sur l'avenir de manière plus sereine. Je recommence à me payer. Ça faisait des années que je me payais plus, je recommence à me payer.
en satisfaction de fou en fait. Et pourtant, je gagne moins qu'à mes années les plus hautes, hein. Ouais, Les gens doivent comprendre ça aussi, tu vois. Le chiffre d'affaires, moi j'ai beaucoup couru après le chiffre d'affaires parce que c'est le chiffre que tu mets en avant et oui, c'est le chiffre, c'est le score quoi, de ton business. Mais aujourd'hui, je m'en fous du chiffre. Aujourd'hui, c'est le profit, moi, qui m'intéresse. et la marge. Uniquement le profit, la marge et le style de vie que ça me permet d'avoir. Et en fait, le jour où tu te rends compte que le style de vie qui te permet d'être heureux, bah en fait, il est relativement accessible. Je dis pas que je vis dans un carton, tu vois. Mais franchement, j'ai pas besoin de grand chose pour être bien. Ça te libère d'un poids, mais t'imagines même pas, quoi. Donc ouais, je sais pas comment c'est passé pour toi. C'est toujours douloureux, tu vois, et j'imagine que ça a été très douloureux pour toi aussi. Mais comme tu le dis, on a besoin, les crises, elles nous servent, tu vois. Il faut les utiliser. Carrément. Voilà. Moi, j'avais vécu un peu le même délire où en fait, je vivais pas au-dessus de mes moyens, mais je m'étais mis en fait un coup près, tu vois, où j'avais des choses je pouvais pas gagner moins de 4000 balles par mois et sinon c'était la faillite. Et, euh, et en fait, là, quand j'ai reconstruit à nouveau ma vie avec une autre personne, on a eu des enfants, et mon délire c'était de dire, je veux le crédit le plus petit possible pour dire que même si demain il se passe quelque chose, on se retrouve tous les deux au SMIC, on peut continuer à payer. Bon, la vérité, c'est qu'en fait, j'ai pas tout à fait réussi parce qu'on est en France, la vie coûte de plus en plus cher et aujourd'hui, une maison individuelle, ça coûte une fortune, surtout si tu as 2 enfants élevés. Donc, il me faut à peu près toujours le même montant pour vivre. Mais par contre, j'ai un plan B. Je me dis, demain, il y a un problème, je vends là où je suis. Je vais dans cette espèce de centre de la France, là, il y a une espèce de virgule là, qui traverse, où tu as des maisons. La diagonale du vide. Ouais, c'est ça. Tu as des trucs à 50 000 balles qui font 200 mètres carrés. Des fois en bon état. Si tu mets un Starlink sur le toit. Mon père essaye de vendre la maison de ma grand-mère, c'est en Sologne. Il voulait la vendre, je sais pas, 150 000 euros et tout. C'est une belle maison, hein, avec un grand jardin. Il arrive pas, même à 50 000 euros, ça part pas. Donc il y a un mec qui a fait une proposition pour 30 000 euros. Là, pour 30 000 euros, tu peux avoir une maison charmante, tu vois, avec un garage, machin, un grand jardin, un petit étang au milieu du jardin. En Sologne, alors, ok, c'était je sais même pas où c'est. Las Vegas. Ouais. Mais en vrai, c'est pas cher la vie, tu vois. C'est juste qu'on se dit, moi je sais pas pourquoi je vis au centre de Paris. En vrai, c'est pas cher de vivre. Moi je vis au centre de Paris parce que je peux vivre au centre de Paris et que j'aime bien ça. Mais est-ce que ma vie serait terrible si je vivais en Sologne? Non, moi je passe la plupart de ma vie, je passe à me balader sur mon ordi, tu vois. J'ai pas comme si j'allais au théâtre tous les soirs, quoi. Donc on s'imagine un truc aussi, tu vois. On fixe notre identité à nos revenus et ça nous. Je trouve que c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant pour Ouais, ça. c'est chiant mais aujourd'hui, c'est con, mais juste l'internet par satellite, ça ouvre des trucs. Ouais, typiquement, je pourrais aller bosser en Sologne, je me mets mon satellite sur le toit et puis c'est parti, quoi. Tranquille, ouais, tranquille. C'est comme les Américains qui partent en mode van life, là. Beaucoup d'Américains font ça parce que les loyers là-bas, c'est devenu très difficile. Oui, j'ai vu en Silicon Valley, t'as les jeunes. des fils où ils dorment dehors dans leur camion. Les jeunes, alors après, il y en a qui le font vraiment pas par choix, mais il y a de plus en plus de jeunes qui décident par choix, soit d'aller s'acheter une petite maison au milieu de nulle part et Starlink, soit de vivre dans un van aménagé, d'aller surfer. En fait, il y a la combinaison de deux choses. Il y a le fait, les jobs via Internet, en asynchrone, etc. Donc tous les freelances, monteurs vidéo et tout, peuvent faire ça. C'est pas des jobs qui rapportent énormément, mais c'est des jobs qui permettent de choisir tes horaires, surtout de pas être physiquement à un endroit. Et parallèlement à ça, il y a l'explosion des loyers et tout qui te font dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup de payer 7000 euros de loyer par mois pour vivre à New York alors que je travaille chez moi devant mon ordinateur, tu vois. Que je travaille dans un monde virtuel. Ouais. Je pense que ça va se développer. Et on voit aussi en France de plus en plus d'entrepreneurs qui créent des villages à la campagne, des trucs comme ça. Voilà, franchement, c'est cool, hein, en vrai. C'est pas mal, hein, parce que moi, quand je vais en ville à chaque fois, je me dis, mais l'humain n'est pas fait pour vivre en ville. C'est pas la vie, en fait. Je suis allé à Marseille la dernière fois, c'est à 45 minutes de chez moi. Je suis allé à Marseille, moi il me faut 12 heures, hein, pour me mettre à peu près m'acclimater à la ville, quoi. Tu vois. Après, au bout de 12 heures, je commence à voir les côtés cool. Je suis arrivé à Paris il y a 3 semaines. Au début, le métro et tout. Puis à la fin, je fais, c'est vrai que c'est cool le métro, ça t'amène d'un point A, d'un point B. Mais moi, j'ai besoin d'un temps. Donc, si les gens se rapprochent de la nature, finalement, tu vois, entre l'IA qui va faire qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui vont s'arrêter, ça rapproche les contacts humains, où les gens ils ont de plus en plus besoin d'humains, les villes qui deviennent de plus en plus chères, où les gens se disent aujourd'hui en fait je travaille en remote, je peux aller partout, je peux me mettre à la campagne. Finalement le futur va être plus proche de la nature, peut-être que ça va bien se passer.
Ouais, et franchement, tout ce qu'on a dit depuis le début de cette interview, là, sur l'IA, sur les changements, sur l'humilité, sur les ruptures, tout ça, ça montre aussi que, tu vois, il n'y a pas de certitude. Il n'y a aucune certitude sur l'avenir. On ne sait pas comment ça va évoluer. On ne sait pas ce qui va changer. On ne sait pas ce qui va se casser. Peut-être ça va être la guerre l'année prochaine. Et quelque part, tu vois, alors oui, c'est anxiogène, mais quelque part, il y a aussi un côté libérateur, tu vois. De se dire, en fait, j'ai rien. Évidemment, tu as tes enfants, tu les protèges, etc. Tu vois, finalement, il n'y a rien auquel vraiment je dois m'attacher ou tenir à fond, tu vois, que ce soit les biens matériels, les maisons, les machins, parce qu'en fait, rien ne m'appartient vraiment. On est sur Terre, on est des locataires, en fait, hein, de tout ce qu'on a autour de nous. Un jour, on le perdra, soit on va mourir, soit on sera dépossédé, soit ça va être détruit, soit, tu vois, c'est... Quelque part, ça nous rappelle aussi ça, tu vois. Je trouve les changements très rapides comme on a en ce moment, les menaces très fortes comme on a en ce moment, il y a un côté anxiogène et quelque part, il y a aussi un côté libérateur parce qu'on se rend compte que ce qu'on a, c'est pas si important finalement. Oui, puis ça sert à rien d'essayer de contrôler, hein. Non, bien sûr que non. On s'adapte, on nage, on s'adapte, on essaie de garder la tête hors de l'eau, de lancer des projets, des trucs. Et on est tous un peu dans le même bateau, tu vois. Donc, personne n'est 100% protégé. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je trouve que quelque part, il y a un côté excitant aussi, quoi. Et si tu devais... est-ce que tu as déjà imaginé un petit peu dans 10 ans où est-ce que tu aimerais être, toi? Tu as pensé ou... Aucune idée, mais là, dans 10 ans, mais déjà, il y a 2 ans, tu m'aurais dit. Enfin, il y a peut-être pas 2 ans. T'arrêtes de vendre des petits produits? Il y a 5 ans, non, mais même pas ça. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit l'écriture n'est Ouais. plus une compétence humaine. Je me serais Hmm. dit, what the fuck, tu vois, mais jamais j'aurais pu imaginer ça. Genre, le langage, l'expression, la communication n'est plus propre aux humains. On a des machines maintenant qui le font mieux que nous, qui peuvent communiquer avec nous et communiquer entre elles. C'est un délire total. Donc, je n'ai aucune idée de comment ça sera dans 10 ans, de où est-ce qu'on en sera, de qu'est-ce que je ferai, de où je serai, de si je serai toujours vivant. Aucune idée. Et je pense que je suis à peu près à l'aise avec ça, tu Ok, toi, t'es plus dans le... Enfin, moi, j'avais étudié la PNL et on n'est pas tous câblés pareil, heureusement, tu vois. Et il y en a qui sont beaucoup dans le passé, d'autres qui sont beaucoup dans le futur, et d'autres qui sont plus dans le temps, en fait. Toi, tu dirais que t'es plus dans l'instant, quoi. T'arrives pas trop à te projeter à 2 3 ans, c'est pas... Alors, je suis pas un moine bouddhiste, hein, Non. je m'inquiète de ce qui arrive, je suis anxieux parfois quand il y a des événements internationaux qui font peur, je suis soucieux par rapport à mon travail, donc non, évidemment que je me projette, évidemment que je pense au futur, aux différents scénarios, et cetera. Mais j'accepte de pas avoir le contrôle, total dessus, quoi. Donc j'essaye de faire les choses qui me paraissent être les plus judicieuses pour plus tard, mais tout en sachant que je sais pas exactement de quoi plus tard sera fait. Euh, donc j'accepte aussi la part d'incertitude. Par contre, le passé, ouais, non, je suis pas du tout un adorateur du passé, je suis pas du tout conservateur dans aucun sens. Je pense que les bonnes idées sont pas forcément. Enfin, je pense que c'est pas un argument de dire on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Par exemple, je trouve ça vraiment l'argument de merde, quoi, par des typiques. Euh, par contre, par contre, j'aime bien les choses qui durent. J'aime bien parce que pour moi, c'est une preuve de succès, de force, de... Il y a un côté... Et j'ai de l'admiration aussi pour les entités, pour les personnes, pour les carrières qui réussissent à vraiment être stables dans le temps, à durer, justement à rester stable pendant les moments où ça tangue. Et en fait, on voit tellement de gens qui partent en vrille quand il y a le moindre problème ou le moindre changement, qui suivent la dernière opportunité en oubliant complètement leurs valeurs, leurs idées de départ et tout que bah, j'ai de l'admiration pour les gens qui arrivent à rester dans leur botte et à se dire ok, là on est dans une phase où c'est pas la meilleure phase, on est d'accord, on est vraiment mis à risque, on est chamboulé, on est secoué, mais on s'accroche, on garde le cap. Je trouve qu'il y a quelque chose de très séduisant là-dedans et c'est vrai que dans les créateurs par exemple que je suis, je suis peu de nouveaux créateurs. J'aime bien des créateurs qui étaient là quand je me suis lancé déjà. J'aime bien le fait de savoir qu'ils sont toujours là, qu'ils ont réussi à tenir, à durer. Pour moi, c'est une inspiration. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à être pertinent dans 10 ans, dans 20 ans, quand je serai un vieillard. J'aimerais beaucoup. Dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras pas un vieillard, Antoine. Non, mais dans 10 ans, virgule, dans 20 ans, virgule, et quand je serai un vieillard. C'est bon, c'est bon. Parce que là, je commence à me dire, oh, putain, là. Ok, ok. Ok, ok, cool. Attends, excuse-moi, je bois un coup d'eau.
Ah d'ailleurs, sur tes conseils, j'ai écouté le podcast de la Nouvelle École. C'était cool. Bah, c'est vieux ça par exemple. Mais c'est toi qui recommandais ça parce que bon, spoiler, je suis ta formation actuelle, YouTube Dividende. Et avant qu'on fasse cette interview ensemble, bah, j'ai écouté parce que tu as fait un module bonus sur les interviews et tu recommandais la Nouvelle École qui était selon toi quelqu'un qui avait un don en tout cas pour faire de bonnes interviews. Et ce que j'avais remarqué, c'est que. Alors, j'ai écouté qu'une seule interview de lui, et encore la moitié, pour être totalement honnête. C'était une de ces dernières avec Gringe, et donc le pote d'Orelsan, là. Et c'est vrai qu'en fait, alors je sais pas s'ils se connaissaient avant, mais quand ils se parlaient, en fait, ils avaient l'air d'être potes, quoi. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué avec un vieux vendeur, parce que moi, j'ai été vendeur en magasin à une époque, Ouais. et il y avait un gars qui travaillait chez moi, il s'appelait Ange, ouais, c'était un Corse. Et en fait, quand il y avait des clients qui arrivaient, j'hallucinais parce qu'en fait, il parlait aux gens et je leur disais, tu les connais? Et ils me disaient, non, non, je les connais pas. C'était incroyable. Comme quoi, en fait, il arrivait à parler avec des gens comme si c'était des potes et du coup, ça créait un bon climat, quoi. Donc, c'est rigolo. Je sais pas ce qui m'a fait digresser vers ça, mais ok, cool. Et je pourrais te poser peut-être une autre question qui est sur, comme j'ai eu la chance d'avoir un appel de vente avec toi, parce que maintenant c'est une personne que tu as formée, donc qui doit être sûrement très compétente, mais je trouvais ça très cool d'avoir ce premier contact téléphonique avec toi. Et j'ai trouvé en fait que tu étais super bon en closing. Et je me demande comment tu as fait justement pour apprendre cette nouvelle compétence-là en fait. Alors, je me trouve pas si bon que ça. Alors peut-être qu'avec toi, j'ai été bon parce que tu m'inspirais. Maintenant, je close pas du tout aussi bien que ma closeuse, hein. J'ai un taux Ok. de conversion plus bas. Ok. Alors au début, ça marchait bien parce que je prenais des appels d'1 heure et demie, je prenais vraiment le Ouais. temps avec chaque personne, etc. Ouais. À la fin, j'ai voulu aller un peu plus vite. Et surtout, je suis très impatient et je déteste la partie follow-up. Donc le fait de devoir relancer la personne, machin, ouais, tu vas acheter, machin. J'ai vraiment pas envie, tu vois, d'être le mec relou. Moi, je déteste quand on me spam de SMS, tu vois. Donc devoir le Ouais. faire pour les autres, j'aime pas ça du tout. Il y a une manière de faire un bon follow-up sans être intrusif, mais. Ouais, non, mais je me Ouais, doute. De toute façon, les ouais, closers, ils sont j'imagine. très bons. Enfin, moi, Ouais. moi, ça me rendait misérable. C'est-à-dire que quand le mec me disait oui, puis il me disait non, moi, ça me foutait en l'air ma soirée. Donc, j'étais beaucoup trop attaché au résultat. Et je pense qu'il faut, pour être un bon closer, il faut aimer le closing et être complètement détaché du résultat. Ce que je ne suis pas. Donc, j'aime pas ça. Et en plus, ça me rendait dépressif. Donc, j'ai arrêté. Ouais, c'est dur Mais psychologiquement. merci pour le compliment. Bah, après, j'ai essayé de me former un peu. J'ai essayé d'appliquer des techniques de copywriting, hein, parce que globalement, c'est les mêmes stratégies. C'est juste que là, tu as quelqu'un qui te répond. Le plus dur, c'est le traitement des objections. Ouais. Toi, il me semble que tu devais pas en avoir beaucoup, tu vois, mais j'en ai eu qui étaient très, très rudes sur les objections. Il y a un Ouais. moment, tu veux pas le produit, tu veux pas le produit. Enfin, moi, il y a un moment, moi, je vais me mettre vénère, tu vois. Parce que moi, je sais que mon produit, il est bien, je sais ce qu'il y a dedans, je sais qu'on va le construire ensemble, etc. Si le mec veut pas l'acheter, il y a des gens qui attendent vraiment de toi que tu les persuades, tu vois, que tu répondes à tout, à tout. Moi, ça me gonfle, tu vois. Il y a un moment, tu me connais. Il y a des mecs qui me suivent depuis 5 ans et sont là, oui, mais est-ce que je vais avoir de la qualité? Mais mec, t'as acheté 400 formations à moi. Enfin, t'es censé le savoir, tu vois. Ouais. C'est comme les gens, tu sais, quand tu lances une formation, il y a tout le descriptif. Il dit, oui, est-ce que tu vas parler de ça dans la formation? Mais c'est marqué dans le descriptif, en fait. Ouais, Tu mais les vois, gens lisent pas. Les gens lisent pas. En fait, il y a des gens qui veulent. Moi, j'ai eu des mails de fous, hein, des gens qui me demandaient, est-ce que tu peux me convaincre d'acheter ta formation? Genre, j'ai envie de l'acheter, mais j'ai envie aussi que les gens veulent que tu passes du temps à essayer de les convaincre. C'est une feature du produit, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas envie. Donc, les closers sont Mm. très bien pour ça. Ok. Ok. Non, mais en tout cas, moi, je sais que quand on avait bossé, enfin, on avait fait l'appel, un truc qui est très dur, en fait, c'est écouter la personne. En fait, c'est le plus dur, en fait, parce que bon, là, je suis en train de le vivre parce que je me suis fait un plan, mais j'ai essayé de le mettre de côté, tu vois, pour t'écouter et rebondir. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on oublie de faire une chose qui est bête, c'est reformuler ce que la personne, elle vient de dire pour qu'elle comprenne que tu l'as entendu, en fait. Et ça, c'est un truc que tu faisais. Et un truc que j'avais trouvé assez ouf, c'était tout le récap que tu m'avais fait après. Alors, probablement, je me suis dit, à mon avis, t'as pris le transcript et t'as fait un. Je sais pas comment tu l'avais fait, hein, mais c'était bluffant. Follow-up. Ouais. En fait, tu m'as dit, Fred, voilà, on a vu ça ensemble, ton objectif c'est ça, toi t'as fait ça, 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 et j'ai fait, ok, franchement, chapeau. Donc, Ouais. c'était. Merci, Claude. Je me suis douté, mais ça fait son effet. Alors, Ça fait son effet. j'ai quand même pris des notes, évidemment. Ouais. Je suis intéressé à ton cas, etc. Mais c'est vrai que
quand tu peux te faire des petits outils où tu envoies un transcript, tu lui dis relance-le sur tel truc, c'est tel truc, et Claude te ressort tout et se souvient de chaque truc, c'est sûr que ça fait son effet. Mais c'est le genre de truc où tout seul, pour le coup, sans l'IA, je sais pas si j'aurais mis ce niveau d'effort, parce que ça demande des efforts, tu vois. Ça demande, ouais, c'est clair. Bah après, je comprends, hein, on a ça à dispo. Voilà, on peut faire les Sans courses à déçu. pied. Non, 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 je me doutais. Je suis désolé. Non, non, t'inquiète. Non, non, mais en vrai, je m'en doutais pleinement. Tu vois, je me suis dit, à mon avis, c'est ça. Mais ça fait toujours un effet, en fait. Mais en tout cas, c'est bien moi que t'as eu en face à face, c'était pas un robot. C'était pas un avatar. C'était Non, pas encore un avatar, il est pas encore au point. Donc, c'est bien toi, là. Tu sais, c'est comme t'as les démarcheurs maintenant qui t'appellent, là. Vas-y, ouais, pardon. c'est un des vrais problèmes avec l'IA, je trouve, c'est que t'as l'impression de mentir aux gens constamment. Et moi, ça me met super mal à l'aise. Et donc, euh, tu vois, par exemple, dans l'accompagnement, une fois que les gens, ils ont payé, tu vois, ils ont payé plusieurs milliers d'euros pour rejoindre l'accompagnement, je veux plus les mettre face à une IA. Donc, par exemple, dans l'accompagnement, parfois, il y a des gens qui me posent des questions assez corsées, tu vois, c'est de quoi le meilleur positionnement, ils me donnent tous leurs trucs. Et ben, je passe 15 minutes à réfléchir et j'écris moi-même le truc parce que je me dis, je veux pas leur mentir. Ils ont payé, j'ai pas envie de leur mentir et de leur balancer un texte très joli, etc., mais qui correspond pas forcément à ma méthode et qui a été généré par IA. Ouais. Et en fait, surtout, tu te retrouves à dire, mais attends, faut que ça ait l'air d'avoir été généré par moi, faut surtout pas qu'ils voient que c'est... Et en fait, tu te retrouves à mentir à tes clients, littéralement, tu vois. Et je voulais pas, et je me retrouve, et je pense que c'est un problème qu'ont beaucoup de créateurs de contenu, c'est que parfois, tu arrives à un truc qui est mieux que ce que tu fais avec l'IA, c'est du texte, il n'y a pas de label dessus, tu vois, c'est pas comme une miniature où les gens voient, où ils disent, ok, bon, ça a été généré par IA, c'est ok, le texte, tu peux pas savoir. Et donc, il y a un peu ce truc-là de se dire, t'as l'impression, en fait, d'être un peu malhonnête, etc. Tu postes un truc, puis les gens te disent, ouais, c'est super authentique et tout, mais en fait, c'est l'IA qui a généré le machin. Ouais. Ça met mal à l'aise. Moi, ça m'était mal à l'aise. Ça marchait très bien pour le follow-up, d'utiliser les transcripts, de générer des messages avec l'IA. Mais j'ai aussi voulu l'arrêter parce que ça m'était mal à l'aise. Et aujourd'hui, je veux plus le faire dans l'accompagnement parce que je me dis, en fait, je me dis même pas, est-ce que ça va être mieux avec l'IA? Je me dis, les gens ont payé tant de milliers d'euros, je peux mettre 15 minutes pour répondre à leurs messages, quoi. Ouais, carrément. Moi, je faisais pas mal de feedback à mes clients quand je faisais des gestions de campagne Facebook. Et je faisais des looms, tu vois. Je faisais des looms. Alors, je sais que j'avais des concurrents, enfin des confrères qui faisaient des tableaux, machin et tout. Moi, ça me faisait vraiment chier. Je faisais des looms. Et par contre, ce que je faisais, c'est que je prenais le transcript du loom et le mail qui accompagnait le loom, tu vois, qui durait 6-7 minutes. Lui, par contre, je le générais en IA, tu vois. En gros, je disais, voilà le récap. Et Ouais, si bien tu sûr. veux savoir plus, bah voilà, t'as la vidéo complète où là, j'ai pris 6-7 minutes pour faire ce récap, quoi. Finalement, c'était un bon compromis, j'avais l'impression, tu vois, parce que s'ils voulaient plus de détails, bah, ils avaient mon loom. Et s'ils voulaient aller au direct, quoi, bah, ils avaient l'essentiel qui avait été résumé. Voilà, petit partage, en tout cas. Ouais, Ok, top. Bah écoute, merci Antoine bah, pour ce moment, en tout cas, c'est cool. Si t'avais un conseil, non, je déconne, je sais que t'aimes pas ces questions. Merci. Non, je vais pas te C'est la poser ça. question panique. C'est pour ça que j'irai jamais sur BFM Business là, parce que Oh, ça, j'ai peur de me ridiculiser devant la France entière. Un conseil, mon Dieu, mais je n'ai pas de conseil. Mon métier, c'est donner des conseils, mais je n'ai zéro conseil à donner. T'inquiète pas, BFM C'est Business, terrible. ils mettent jamais mal à l'aise leurs clients, parce que tous les gens qui passent là-bas, ils payent 10 000 balles l'interview, en fait. Je sais. Donc, ils mettent pas mal à l'aise les Vous, clients. vous cutterez le conseil là. J'étais pas inspiré. Vous couperez ça. J'ai vu le truc de la Bajon la dernière fois, là, avec, comment il s'appelle, Bafi, là, Coloscopie. Son podcast, il a sorti un truc avec la Bajon, elle est rigolote. Bah écoute, top. Merci beaucoup, Antoine. C'était très cool de te recevoir sur cette chaîne. Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir. Salut Fred. Ciao, ciao.